On est dans les cercles du pouvoir, de père en fils, de grands bourgeois, de grands aristocrates qui sont bien d'accord sur une chose, c'est la défense de leurs intérêts communs. Avec ce livre, on va plonger au cœur de la guerre de l'Indochine. On commence en 1928, on s'arrête en 1975 avec la chute de Saigon et donc le départ des Américains. Et pendant ce temps-là, on va surtout s'attarder sur le moment français de cette guerre d'Indochine, qui devient Vietnam ensuite, à travers des réunions, des assemblées, des rencontres entre des industriels, des hommes politiques, des gens qui ont des intérêts en Indochine et qui, tous ensemble, vont décider de l'avenir de cette colonie et du fait que peut-être au bout d'un moment il va falloir quitter ou donner en tout cas le bébé et les problématiques aux Américains, mais il va falloir le faire de façon honorable parce que nous sommes entre gens et personnes, hommes, très honorables. Ce qui m'a vraiment marqué dans ce roman, c'est la façon dont on comprend comment le pouvoir est constitué par des personnes qui ont, d'une certaine façon, la posture naturelle d'avoir le pouvoir, puisque de génération en génération, ils ont toujours eu une position de pouvoir, que ce soit la grande bourgeoisie ou que ce soit la grande aristocratie. Donc c'est cette question du pouvoir ressentie de façon naturelle qui fait à un moment donné l'exercice du pouvoir justement et l'exercice de la violence. Il me semble que ce roman se rapproche de l'écriture et des récits de Louis Guillou, puisque Louis Guillou montre comment une société se constitue à travers des individus et comment les individus révèlent le cœur de ce qu'est une société. Et à travers ce livre, c'est ce qu'on va découvrir, c'est-à-dire le cœur de ces années de colonisation par la France. Page 167. Un conseil d'administration. Le président Minot était arrivé le premier. Il tapotait des doigts sa courte moustache, avançant d'un pas décidé vers l'escalier à vis qui menait à son bureau. Il s'installa, se saisit d'un dossier, le parcourut distraitement, puis se rendit à l'Assemblée générale. Le second à franchir le seuil du 96 boulevard Haussmann fut Jean Bonin, de la Bonnière de Beaumont, un énergumène. Il avait épousé une Rivaux de la Raffinière, lui avait fait 3 marmots et sa modeste tribu s'était ainsi solidement liée à la banque Rivaux, dont la prospérité provient d'innombrables plantations d'EVA. Les frères de la mariée l'avaient fait élire député de la Cochinchine. En 1940, il avait voté les pleins pouvoirs à Pétain. Et à la Libération, il fut brièvement prisonnier pour cause de fréquentation douteuse. Après quoi, il délaissa la politique et ne s'occupa plus que des affaires. Il fut président-directeur général de la Société financière des caoutchoucs et de la Compagnie des caoutchoucs de Padang, président d'honneur de la banque Rivaux, puis président d'honneur des plantations des terres rouges, de la Société de culture bananière et de beaucoup d'autres. Mais son rôle principal consistait à cultiver les amitiés utiles, à organiser des parties de chasse, des réunions mondaines.